Ça nous a coûté plus cher que l'affaire Fillon et c'est tout aussi problématique moralement et politiquement que l'affaire Cahuzac. Le scandale des cabinets de conseil ou scandale McKinsey, c'est un scandale qui devrait entraîner la chute du gouvernement si nous vivions en démocratie. On vous explique tout ça en 5 points. Oui, cette politique est bonne. Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Alors, les cabinets de conseil, c'est quoi au juste? Si vous ne travaillez pas dans le siège d'un grand groupe ou dans les fonctions administratives d'une grande entreprise, vous ne les avez peut-être pas croisés. Les consultants en stratégie, les consultants en organisation, ce sont des gens qui débarquent dans une entreprise, qui s'entretiennent avec les strates hiérarchiques et qui ensuite pondent un document, souvent sous la forme d'un PowerPoint, qui explique ce qu'il convient de faire pour prendre le virage de la digitalisation ou affronter les défis du 21e siècle ou s'adapter à la nouvelle donne sociale et écologique, dans le meilleur des cas. Le plus souvent, ce sont des gens en réalité qui se contentent de donner un vernis technique, administratif, managérial à des décisions qui sont déjà prises et qui vont toujours dans le même sens. Dans le cas des entreprises privées, c'est faire plus avec moins, produire plus avec moins de personnel, être plus économe, être plus performant et à la fin améliorer les performances financières de l'entreprise, en fait le taux de profit pour les actionnaires. D'une entreprise à l'autre, on retrouve souvent les mêmes termes et les mêmes objectifs absolument clichés qui sont en réalité pondus par ces grands cabinets de conseil. Par exemple, ne plus travailler en silo mais de façon collaborative, vous avez peut-être déjà entendu ça, être plus agile, fusionner des services pour réduire le millefeuille décisionnel, affronter les défis de digitalisation. Tout ça se retrouve parce que ce sont les mêmes cabinets qui vont d'une même entreprise à l'autre. Alors les consultants, c'est des gens qui ont le talent de surjouer la compétence et d'impressionner leurs clients par la maîtrise d'un jargon et par la maîtrise de tas de théories managériales. Ils font partie de cabinets de conseil qui sont souvent les mêmes. On a quelques grands cabinets de conseil en France comme ailleurs dans le monde. Ça peut être McKinsey, ça peut être KPMG, ça peut être Accenture, ça peut être Boston Consulting Group, BCG pour les intimes. Ce sont ces grands groupes internationaux qui existent depuis très longtemps en réalité, depuis le développement du capitalisme et plus particulièrement depuis les années 20 et 30 et qui ont un modèle économique très efficace parce que ce sont des entreprises qui ont très peu de coûts. Ce ne sont pas des entreprises qui produisent des machines ou qui produisent des matières premières, mais ce sont des entreprises qui mobilisent des personnes qui vont tenir des discours. Donc ce sont des activités très rentables et souvent d'ailleurs qui partent plus dans la poche des actionnaires de ces cabinets que des consultants eux-mêmes. La polémique, en fait, elle a débuté surtout l'année dernière sur l'usage de ces cabinets de conseil, puisqu'on s'est rendu compte que, notamment pour mener la campagne vaccination et durant la crise sanitaire, le gouvernement a massivement eu recours à ces consultants. Pourquoi? Pour organiser la logistique de la campagne vaccinale. Alors on peut se dire, bon, ce qui a été un peu la réponse du gouvernement dans un premier temps, c'est de dire mais oui, on avait besoin de compétences, on avait besoin d'aide à ce moment-là, vous ne pouvez pas nous en vouloir. Sauf qu'il faut bien préciser que tout cet argent qui a été mobilisé en consultant, c'est pas de l'argent qui a été mobilisé pour payer mieux le personnel hospitalier ou pour payer des conducteurs de bus ou de camions qui acheminaient les vaccins. Ce sont des gens qui ont pensé l'organisation de la campagne vaccinale. Il faut bien comprendre que les cabinets de conseil, c'est ça, c'est des gens qui produisent un métadiscours sur ce qu'il convient de faire, ce ne sont pas des gens qui font. Le choix du gouvernement au moment de la campagne vaccinale s'est majoritairement porté sur le cabinet de conseil McKinsey. Alors McKinsey, c'est un gros cabinet de conseil américain qui existe depuis 1926 et le choix de McKinsey pour la crise sanitaire est particulièrement discutable parce que McKinsey, c'était aussi un cabinet qui, aux États-Unis, est mêlé au plus gros scandale sanitaire du siècle. Ce gros scandale sanitaire, c'est le scandale des opioïdes. Les opioïdes, ce sont donc des médicaments antidouleurs extrêmement addictifs qui ont été prescrits massivement, qui ont été produits par des laboratoires qui voulaient les écouler, qui ont corrompu des médecins, qui ont corrompu des chaînes de pharmacie, et ce qui a provoqué la plus grosse épidémie d'overdose de toute l'histoire des États-Unis. Il faut voir que la crise des opioïdes, depuis les années 2010, ça a tué bien plus de monde aux États-Unis que les armes à feu, et McKinsey a joué un rôle là-dedans, parce que c'était le cabinet qui conseillait le laboratoire Purdue Pharma. C'est le laboratoire qui a commercialisé et diffusé l'Oxycontin, qui est un des pires opioïdes, un des plus meurtriers qui a pu
avoir aux États-Unis. Et McKinsey, à l'époque, a joué un rôle, c'est-à-dire que les consultants de McKinsey, à l'époque, avaient conseillé le laboratoire Purdue Pharma. Au moment où le risque d'overdose était de plus en plus connu et documenté, ils leur ont conseillé une stratégie d'indemnisation, d'accorder des ristournes commerciales aux chaînes de pharmacie pour qu'elles continuent à prescrire ce médicament malgré les overdoses en augmentation. Et pour ça, le cabinet McKinsey aux États-Unis va devoir payer une amende de plus de 500 millions d'euros. Ça, c'était l'année dernière. Et pourtant, c'est le cabinet de conseil qui a joué le plus grand rôle aux côtés du gouvernement français pendant la crise sanitaire. Cette attention médiatique l'année dernière au moment de la crise sanitaire sur l'usage des cabinets de conseil a motivé le Sénat à mettre en place une commission d'enquête présidée par la sénatrice communiste Éliane Assassi. Cette commission d'enquête a donné lieu à un rapport qui est sorti il y a quelques semaines. Et ce rapport nous apprend donc que le recours au cabinet de conseil a considérablement augmenté sous le quinquennat, pas seulement avec la crise sanitaire, mais en général aux côtés d'un certain nombre de ministères régaliens comme l'éducation, la défense, l'intérieur, etc. On y apprend donc que l'année dernière, la somme dépensée pour ces cabinets de conseil a été supérieure à 1 milliard d'euros. Pour se donner un point de comparaison, le budget du secrétariat d'État aux droits des femmes, c'est 50 millions d'euros par an. Par ailleurs, cette somme d'1 milliard est très sous-estimée. Le rapport de la commission d'enquête nous dit que ces calculs sont faits sur un échantillon de 10% de l'usage de ces cabinets, et donc la somme d'1 milliard est sans doute très très inférieure à la réalité. 1 milliard d'euros dépensés, pour quel résultat? Et c'est là que le scandale commence. Que le gouvernement fasse appel à des prestataires privés extérieurs, pourquoi pas? Ça arrive régulièrement. Mais ce qui s'est passé avec les cabinets de conseil, c'est que le rapport du Sénat a documenté le fait que ces missions extrêmement coûteuses n'ont parfois abouti à rien de concret. Même le baromètre de l'action publique voulu par le gouvernement pour évaluer l'impact de cette réforme a été créé par un cabinet de conseil, Capgemini, pour plus de 3 millions d'euros. Cela fait cher, le baromètre. Ces consultants dans nos ministères et nos administrations étaient censés en améliorer l'organisation. Par exemple, on a une mission de mise en place d'un baromètre des résultats de l'action publique qui a été facturé 3,2 millions d'euros en 2021 par le cabinet Capgemini. Ou encore l'organisation de concertations, de débats publics, de conventions, qui est un système dont le gouvernement de Macron raffole. On se souvient du grand débat national, qui n'a donné d'ailleurs absolument rien, ou de la Convention citoyenne pour le climat, dont les résultats n'ont pas du tout été adaptés dans la loi climat, sous pression des lobbyistes, vous vous en souvenez sans doute aussi. N'empêche que le gouvernement raffole de ce genre de concertation et que par exemple, le même cabinet Capgemini a facturé à l'État 1 million d'euros pour son appui à l'organisation des États généraux de la justice, qui est une sorte de grande consultation toujours en cours, notamment pour mettre en place un site internet participatif, parlonsjustice.fr, où vous pouvez aller donner vos avis sur une plateforme sans savoir ce qu'ils deviendront. Ça, c'est vraiment la technique macroniste. On se souvient que pour leur première tentative de réforme des retraites, il y avait eu aussi un grand site comme ça et une grande consultation citoyenne qui n'avait donné évidemment aucun autre résultat que l'obsession de repousser l'âge de départ à la retraite. Mais ça, c'est la méthode macroniste et c'est une méthode qu'on retrouve en fait dans beaucoup d'entreprises privées. Soit dit en passant, les grands groupes privés raffolent des pseudo-consultations de leurs salariés. Ils adorent pouvoir dire qu'ils les ont consultés avant de faire quelque chose, quelle que soit en fait la prise en compte réelle du résultat de ces consultations. Toujours est-il que les cabinets de conseil ont été très sollicités pour mettre en place ce genre d'action, mais pas seulement. Parfois, ils ont carrément accompagné la mise en place d'une loi. C'est le cas notamment du cabinet McKinsey, qui a facturé 4 millions d'euros aux contribuables, à nous, puisque c'est nous qui avons payé, pour former l'administration aux ajustements nécessaires à la mise en place de la réforme de l'APL. Souvenez-vous, 5 euros de moins sur l'allocation pour le logement, ce qui a permis à l'État d'économiser d'ailleurs 10 milliards d'euros sur le dos des plus pauvres depuis que ça a été mis en place. Donc merci McKinsey de nous avoir aidés à mettre en place cette belle réforme. Nous avons également identifié une prestation de 4 millions d'euros de McKinsey pour mettre en œuvre la réforme des APL. Cette même réforme qui réduisait les aides de 5 euros par foyer.
Alors, il y a d'autres missions dont le sens est beaucoup moins palpable. C'est le cas d'une mission qui a été confiée toujours à McKinsey sur une mission sur les évolutions du métier d'enseignant qui a donné lieu à un rapport avec un certain nombre d'axes très généraux et très flous sur ce qu'est les enseignants. Soit dit en passant, évidemment, ce rapport n'a pas été fait avec des enseignants. Il ne faudrait pas non plus consulter les premiers concernés. Ce rapport a coûté 496 000 € aux contribuables et auditionné par la commission sénatoriale le directeur associé de McKinsey, Karim Tadjenine, dont on aura l'occasion de reparler, n'a pas été vraiment capable de dire à quoi cela a servi. Vous nous avez dit tout à l'heure que votre valeur ajoutée, c'est de réaliser des expertises sur des enjeux complexes. C'est ce que vous nous avez dit dans vos propos. Alors, bon, je sais bien que le métier d'enseignant est un métier très difficile, notamment dans ce moment de crise épidémique avec la Covid-19. Mais je pense justement que ils ont démontré que c'était des experts en matière d'enseignement. Or, vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Oui, bien sûr, Madame la rapporteure. Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec son d'organisations internationales pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants, et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Voilà, nous avons accompagné la DITP dans cette réflexion. Et nous travaillons maintenant, Madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi, sur l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation. Oui, je trouve que cette réponse est un peu imprécise quand même, parce que c'est un sujet qui pourrait être un sujet d'ampleur. Et le contrat n'est quand même pas... Enfin, c'est une somme assez conséquente quand même. Donc, ça aboutit à quoi précisément ? Ça a conduit, Madame la rapporteure, à l'ensemble de travaux qui ont été réalisés avec à la fois la DITP et le ministère de l'Éducation. Donc, il s'agissait d'une part de travaux de benchmarking, de comparaison de quelles avaient été les évolutions faites par un ensemble de pays européens pour anticiper les évolutions du métier d'enseignant. Bien analyser également quelles étaient les évolutions des systèmes éducatifs, notamment de pilotage du système éducatif dans l'ensemble des pays européens, et donc réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui était prévu en février 2021. Madame la rapporteure. Donc il y avait des responsables, des enseignants qui collaboraient. Oui, Madame la rapporteure, mais je n'ai pas directement piloté ces travaux. Cette action des cabinets de conseil, quand elle produit des résultats, ne produit pas des résultats qui sont tout à fait conformes aux standards de l'administration publique telle qu'on s'y attend. En fait, ces cabinets de conseil, ils portent une certaine vision de l'action de l'État, qui est une vision, en réalité, alignée sur le monde de l'entreprise privée. Il suffit de voir que le Boston Consulting Group, par exemple, a organisé une convention des managers de l'État, notez l'emploi du terme manager, qui n'est pas du tout normalement en usage dans la fonction publique. Et d'ailleurs, cette convention n'a jamais eu lieu. Elle a été repoussée et le Boston Consulting Group a tout de même facturé 558 900 € pour un événement qui n'a jamais eu lieu. Et on ne parle pas des frais de petit four ou quoi que ce soit, on parle simplement de la rédaction du programme de ce bel événement. Alors, l'action des consultants est très questionnable vu les méthodes qu'ils emploient. Le rapport du Sénat nous donne quelques échantillons, notamment ces cabinets de conseil adorent intervenir en organisant des ateliers
le plus souvent appelé workshop, donc en anglais. Et ces ateliers, on en a quelques exemples qui nous sont donnés, par exemple avec des méthodes un petit peu infantilisantes, le bateau pirate, chaque participant s'identifie à un personnage, capitaine, personnage en haut du mât ou en proue, et assume ce rôle, son positionnement, ses humeurs, etc. Donc organisation de jeux de rôle, comment faire perdre leur temps quand même à des agents de l'État. Ou encore plus délirant, le Lego Serious Play. Chaque participant construit un modèle avec des pièces Lego, construit l'histoire qui donne du sens à son modèle et la présente aux autres. Le Lego Serious Play permet de rassembler des personnes qui souhaitent co-construire une solution commune. La manipulation des briques Lego permet à chacun de dissiper le brouillard qui gravite dans ses pensées en mettant plus facilement des mots sur ses réflexions. C'est donc à ça qu'une partie des cabinets était payée, à organiser des jeux de Lego dans la fonction publique. Non seulement les méthodes sont très discutables, mais même la façon dont ces actions sont facturées pose aussi problème. Il y a 2 ans, dans Frustration, nous sortions le témoignage d'un de ces consultants qui travaillait pour l'État et qui déjà nous alertait sur la façon dont les choses étaient conduites et dont le contribuable était arnaqué. Voilà ce qu'il nous disait. En théorie, nos travaux devraient être solides et les prix justifiés. Experts ayant plus de 15 ans de bouteille, expérience reconnue et savoir-faire prouvé et éprouvé d'un Big Four. Donc ça, c'est le nom des 4 plus grosses compagnies, des 4 plus gros cabinets de conseil dans le monde, pour une qualité assurée. Par définition, un Big Four étant présent partout dans le monde, il dispose d'expérience et d'experts dans virtuellement tous les domaines. En pratique, mon service avait une exigence de marge de 40%. Si nous avions un projet à 100 000 €, celui-ci ne devait coûter que 60 000 € à réaliser à l'entreprise en coût de personnel. Les 40 000 € disparaissaient dans le BizDaise, les frais généraux et surtout dans les poches des actionnaires. Et on parle bien d'un consultant qui intervenait pour l'État, pour nous. Les honnêtes citoyens ont toujours peur que les fonctionnaires soient payés à ne rien faire. Mais que pense-t-il du fait qu'1 milliard d'euros par an soit dépensé pour des consultants qui pratiquent des marges de 40% et qui sont payés à organiser des ateliers légaux ou des conventions qui n'ont jamais lieu? Ça sert parce qu'à l'échelle des entreprises privées, on a compris à quoi ça servait. En fait, les consultants des entreprises privées, c'est un peu comme les commissaires politiques de l'URSS. Ce sont des gens qui sont là pour assurer que le profit remonte et au passage donner un supplément d'âme pour faire croire que les gens sont là pour faire autre chose qu'en mettre plein les poches des actionnaires. Ça, on a compris. Mais à l'échelle de l'État, ça sert à quoi de payer des fonctionnaires à faire des ateliers légaux ou des conventions des managers de l'État qui en plus souvent n'ont pas lieu? Eh bien précisément à faire fonctionner l'État comme une entreprise, à faire remonter le profit via des économies budgétaires aux actionnaires qui ont soutenu son président, à la grande bourgeoisie, à faire fonctionner l'État de façon à ce qu'il soit de moins en moins coûteux, en assurant ses missions, de façon à ce qu'il soit de moins en moins solidaire, en démantelant la protection sociale et les solidarités collectives de façon à ce qu'elles soient de plus en plus répressives. Ça, ce sont les effets qu'on constate sur la façon dont la fonction publique est reconfigurée, et je pense que quand on est au RSA et qu'on est inscrit à Pôle emploi, on se rend compte de ça, que la digitalisation à marche forcée des services de protection des personnes, ça conduit en fait à des administrations qui sont de plus en plus violentes, souvent malgré leurs agents qui subissent ces évolutions, mais que des cabinets de conseil sont venus leur apprendre. On voit également que leur action vise à mettre en place tout un tas de procédures pseudo-participatives dont Macron raffole et qui sert à compenser la véritable violence de son quinquennat. Autre élément que nous apprend le rapport du Sénat, c'est que l'arrivée des cabinets de conseil a servi à forcer la main aux administrations. C'est-à-dire que Macron, c'est quelqu'un qui veut réformer l'État et qui se heurte à des résistances, parce qu'en fait, à l'intérieur de nos administrations et de nos ministères, on a des gens qui ont, sans être des gauchistes, qui ont un esprit républicain qui fait qu'ils tiennent à leur mission de service public. Et comme d'ailleurs souvent dans les entreprises privées, les cabinets de conseil sont là pour appuyer les décisions du gouvernement, forcer la main aux différents strates hiérarchiques, les pousser à se changer elles-mêmes et à se couler dans cette nouvelle logique inspirée du fonctionnement des entreprises privées capitalistes. Quand on regarde la liste des interventions de ces cabinets, détaillées dans le rapport du Sénat, on se rend compte qu'il s'agit toujours de transformation. Transformation de tel ministère, transformation de l'action de tel autre, transformation de la conception de l'usager dans un tel, etc. Transformation du métier d'enseignant. Transformation vers quoi? Eh bien, vers l'administration publique version Macron.
Alors, à qui profite le crime? On a vu qu'elle profitait idéologiquement à la vision macroniste de l'État. Et cette vision est également partagée par un certain nombre d'acteurs de cabinets de conseil, notamment McKinsey. Il faut savoir que Macron a préfacé en 2016 un livre qui s'appelle « L'État en mode start-up », dont le titre est assez éloquent, c'est-à-dire que c'était un livre qui prônait la transformation de l'État selon les préceptes de l'entreprise privée et des plus violentes des entreprises privées que sont d'ailleurs les start-up. Dans ce livre a écrit également Karim Tadjeddine, qui est le directeur associé de McKinsey France, également en charge de la passation des contrats avec les administrations publiques et les ministères. Pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation. Oui. L'amitié entre Tadjeddine et Macron remonte à la commission Attali. Souvenez-vous, la commission Attali avait été mise en place en 2008 par Nicolas Sarkozy. Il s'agissait d'une vaste commission regroupant des personnalités issues du patronat et des hauts fonctionnaires pour réfléchir à la transformation à long terme, notamment du modèle social et économique français. Macron a émergé comme figure politique majeure durant cette fameuse commission. Et c'est à ce moment-là qu'il a noué des liens avec le directeur associé de McKinsey France. Ce sont des gens qui ont le même parcours, qui ont fait des grandes écoles, donc l'X pour Tadjeddine, l'ENA pour Macron. Ils sont vraiment coulés dans le même moule. Mais leur lien ne s'arrête pas là. Il faut savoir que pendant la campagne électorale de Macron en 2016, de nombreux consultants de McKinsey, dont Tadjeddine, mais plusieurs autres, selon le journal Le Monde, ont participé gratuitement à la mission. Dans le jargon des cabinets de conseil, on appelle ça faire du pro bono. En fait, travailler gratos pour une entreprise parce qu'on estime que c'est une cause qui en vaut la peine, travailler pour une ONG par exemple, et là, travailler pour une campagne électorale gratuitement. Alors c'est particulièrement questionnable parce qu'en France, normalement, le soutien d'une entreprise à une campagne, à une candidature électorale n'est pas possible. En France, par exemple, les dons à des candidats sont plafonnés à 2500 € par an et par candidat. On sait d'ailleurs depuis que Macron a à fond bénéficié de ces dons de 2500 €, que son équipe organisait des dîners de levée de fonds auprès des riches patrons, y compris exilés fiscaux à Bruxelles ou à Londres, et qu'au cours de petits déjeuners où le candidat intervenait pour sortir ces éléments de langage qui les ravissaient, eh bien chacun faisait son chèque de 2500 €, mais il ne pouvait pas faire plus que ça. Or là, on a une entreprise, McKinsey, qui a envoyé carrément ses consultants travailler gratos pour la campagne électorale. Et au prix, normalement, de la journée de ces consultants, en fait, ça représente indirectement un énorme soutien financier. Toujours est-il que les liens entre McKinsey et En Marche, La République En Marche, sont très importants. Et d'ailleurs, actuellement, à La République En Marche, donc celui qui est à la tête de ce parti politique, était un ancien de McKinsey. C'est d'ailleurs marqué sur son profil LinkedIn. Résumons. Chaque année, le gouvernement se voit facturer au moins 1 milliard d'euros, soit plus que les dépenses 2021 pour la jeunesse et les associations, pour des prestations de conseil qui sont effectuées par des cabinets intervenant habituellement dans les entreprises privées. Ces prestations sont particulièrement floues, parfois il s'agit de facturation d'événements qui n'ont pas lieu, de rapports qui ne présentent aucun intérêt véritable, ou de méthodes de management qui sont complètement en inadéquation avec ce qu'est l'administration publique et dont on imagine qu'ils ont fait perdre énormément de temps aux agents de l'État. Le tout pour porter une vision idéologique des services publics qui est totalement en adéquation avec les convictions bourgeoises sur ce que devraient être les services publics. Des services très circonstanciés, très conditionnés, où on ne parle pas d'usagers mais de clients et qui sont là avant tout pour faire des économies et pour accorder des aides en échange de flicage, de justificatifs et on le voit d'ailleurs, hein, de travail gratuit puisque c'est le projet de Macron pour les allocataires du RSA. On apprend, qui plus est, que le cabinet de conseil auquel l'État a le plus recouru, notamment pendant la crise sanitaire, McKinsey, est notamment dirigé par un ami du président, que ses consultants ont massivement soutenu sa campagne électorale, que le parti du président est dirigé par un ancien de McKinsey, et que les liens entre ce cabinet de conseil-là
et le président de la République sont particulièrement forts, ce qui laisse imaginer que lors de l'attribution des marchés publics qui ont mandaté ces cabinets de conseil auprès des administrations, McKinsey a été particulièrement favorisé. Cerise sur le gâteau, on apprend également dans le rapport du Sénat que le cabinet McKinsey France ne paye pas d'impôts en France par le biais d'un mécanisme d'optimisation fiscale qui fait que la plupart de ces impôts sont payés aux États-Unis dans l'État du Delaware qui est un paradis fiscal. En tant que contribuable et en tant que citoyen, on se fait plumer 3 fois dans cette affaire. Une première fois en accordant toute une partie de nos deniers publics à l'emploi de cabinets de conseil dont l'action n'est pas très concrète et difficile à évaluer, voire parfois n'a produit aucun résultat, et quand des résultats ont été produits, ils sont relativement contraires à nos intérêts de contribuables et d'assurés sociaux, puisque, on l'a vu, ces cabinets de conseil ont surtout accompagné des régressions de nos services publics. Il suffit de voir l'action de McKinsey facturer donc 4 millions d'euros pour nous faire gagner moins d'allocations pour le logement. Et ce n'est pas le seul exemple. On pourrait aussi parler de la façon dont ces cabinets de conseil ont contribué à la digitalisation à marche forcée de toute une partie de nos services publics, qui mettent dans une situation vraiment terrifiante d'exclusion et de non-accès aux droits aux millions de Français qui sont atteints d'électronisme, c'est-à-dire qui ne sont pas à l'aise avec Internet, avec les téléphones portables et avec l'informatique en général. Mais ça, dans la vision du monde des gagnants de la Macronie et des cabinets de conseil, c'est vu comme quelque chose d'arriéré, de médiéval, qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. On se fait plumer une seconde fois en donnant tout cet argent, notamment à un cabinet qui pratique l'optimisation fiscale et qui ne paye pas ses impôts en France. Et on se fait plumer une troisième fois quand on considère que l'un des principaux cabinets mandatés, donc McKinsey, l'a certainement été en raison de ses liens privilégiés, intimes, de connivence idéologique, affective et personnelle avec le président de la République et avec ses proches. Pourquoi ce scandale ne fait pas plus de bruit ? De plus en plus de journaux commencent à en parler, mais timidement. On n'est clairement pas dans l'onde de choc de l'affaire Pénélope Fillon. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Où on s'était rendu compte que ce candidat à la présidentielle avait, en tant que député, payé sa femme à ne pas travailler, ce qui était rendu particulièrement possible par le fait que la législation qui entoure l'emploi d'attachés parlementaires est particulièrement floue en France. N'empêche que les sommes engagées ne sont pas comparables. C'est-à-dire que, certes, dans les milliards d'euros dépensés en cabinet de conseil, certains de ces millions d'euros ont sans doute servi à des prestations concrètes, mais d'autres ont servi à des événements qui n'ont pas eu lieu, et d'autres ont servi à transformer à marche forcée et à influencer la décision publique par des gens qu'on n'a pas élus, puisque ces cabinets de conseil ne sont pas des gens qu'on a élus, ne sont pas des fonctionnaires, et donc finalement interviennent de façon excessive dans la vie publique. C'est un scandale qui fait si peu de bruit, on pense nous à frustration, parce que tout simplement les cabinets de conseil et l'emploi des cabinets de conseil c'est devenu un réflexe dans le monde patronal, c'est devenu un réflexe dans la plupart des entreprises, c'est devenu un réflexe dans l'État, parce que le monde des cabinets de conseil c'est le monde du capitalisme triomphant et néolibéral que porte Macron et que porte toute une partie de nos médias, et que porte d'ailleurs toute une partie de nos candidats. De telle sorte que l'action de transformation de la protection sociale et de l'État en quelque chose de réduit, d'économe et de répressif est tout à fait au diapason de ce que pense la bourgeoisie, de ce qu'il convient de faire de nos services publics. En quelque sorte, les cabinets de conseil, les consultants des cabinets de conseil, ce sont les lieutenants de la guerre des classes que la bourgeoisie nous mène en mode intense depuis que Macron a été élu. Ils sont les petits soldats du néolibéralisme, ils emportent la vision avec une candeur manifeste, parce que ce sont des gens qui sont eux-mêmes issus de la bourgeoisie, et qui sont persuadés qu'il faut travailler en mode projet, qu'il faut être disruptif, et que la sécurité de l'emploi et le service public sont des notions datées. Donc ce scandale ne fait pas tant de bruit que ça, parce que tout cet argent perdu l'est au profit de la bonne cause pour la bourgeoisie, la transformation de force de notre modèle social qu'ils veulent liquider depuis qu'il a été mis en place en 1945. Intitulé « Appui à la CNAV pour la préparation à une potentielle réforme des retraites », pour un montant quand même de près de 920 000 euros. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était précisément le rôle de McKinsey, s'il vous plaît ?
Donc il s'est agi, donc la perspective de la réforme des retraites était là, et donc il s'est agi de réfléchir aux axes d'évolution de l'organisation de la CNAV pour faire en sorte qu'ils assument mieux leur mission, et à la fois au fond dans la perspective de la réforme éventuelle, mais je dirais de manière plus générale, comment est-ce que on améliore le fonctionnement des fonctions métiers, l'appui, etc. Donc ça a été une mission qui a permis aussi de dégager un certain nombre d'axes d'amélioration dans l'organisation, au-delà de la préparation d'une... La seule question qu'on doit se poser, maintenant qu'on sait que ce scandale d'État n'en sera pas un, qui n'entraînera pas la chute automatique de Macron, qu'il n'y aura pas de grosses actions en justice et qu'il n'y aura pas d'immenses enquêtes de tous nos journaux réunis, c'est quand est-ce qu'on les dégage ?